Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, B-Boy Punisher, a.k.a. le Jimi Hendrix du breaking, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Merci de nous recevoir pendant une petite heure. Et avant de démarrer la conversation, on souhaite la bienvenue à ceux qui rejoignent le podcast. Donc le podcast s'appelle Sweep et il est disponible, et tous les autres épisodes sont disponibles sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Et peut-être que pour commencer dans un premier temps, Pierre, tu peux te présenter? Je m'appelle Pierre. Les gens me connaissent dans le monde du break sous le nom de B-Boy Punisher. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je break. Moi, j'ai commencé dans les années 2000. Et voilà, j'ai fait 10 ans de battle avec hors norme, avec Alliance. Après, je suis rentré dans Flying Step en 2012, je crois que c'était. On a travaillé avec Red Bull, fait des créations pendant 10 ans. Puis là, je suis toujours avec eux, je tourne toujours avec eux. De temps en temps, j'ai un peu moins le temps parce que maintenant il y a les enfants et puis bon, il y a le Covid, vous savez bien. Donc du coup, c'est un peu compliqué ces temps-ci, mais voilà, un petit peu le parcours grosso modo de ce que j'ai fait. Ok, nice. Et tu dis que tu as commencé le break dans les années 2000, t'as commencé comment? En fait, à l'époque, c'était mon frère qui breakait. Tous les jours, je le revenais, je le voyais, il montrait des nouveaux moves et tout ça. Et j'ai vraiment commencé à l'ancienne, dans la rue. Donc j'ai pas commencé dans les salles et tout ça. Et c'est ça je trouve aujourd'hui, c'est un peu perdu. C'était vraiment bien, c'est l'ambiance de l'époque d'aller cravacher par soi-même, même s'il y avait pas de salle, s'il y avait rien, on allait dehors et puis on s'entraînait quoi, dans les cages d'escalier, partout. Et tu vivais à quel endroit à l'époque où tu as commencé? Je vivais à Bonneville, dans un quartier, dans un quartier quoi. Voilà. Ok, en fait c'est la région, parce que là tu vis toujours pas à Bonneville, mais à peu près dans la même région. Tu as toujours vécu dans ce coin-là? Et je suis à côté, c'est région 74, la Haute-Savoie. Aïe aïe aïe, Et Haute-Savoie. il y avait beaucoup de breakers à l'époque où tu as commencé? Franchement, alors il y a un truc qui est spécial ici à Bonneville, c'est une toute petite ville, mais depuis que il y a du break, il y a toujours eu je sais pas combien de breakers. Franchement, même aujourd'hui, vous venez, la ville elle est toute petite, hein. Je sais pas, on doit peut-être être 30, 40 quand il y a la salle, on est je sais pas combien dedans, c'est même pas assez grand. Même à Annecy, qui est une ville beaucoup plus grande, il n'y a pas le quart de ce qu'il y a à Bonneville. Et je sais pas pourquoi il y a ça, mais depuis toujours, depuis tout petit. Ouais, tu t'as pas une explication de pourquoi? Je sais pas. Franchement, c'est ouf. Je sais pas pourquoi il y a cet engouement là-bas. Euh, j'ai pas de réponse. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de danseurs. Pourquoi? Peut-être le hasard, ou peut-être je sais pas. Peut-être que les montagnes ça donne la force. Vraiment, je sais pas. Ok, du coup, toi, tu commences dans la rue avec ton frère qui te motive quand même pas mal. Et qu'est-ce qui se passe? T'as un crew, t'as des gens avec qui tu breaks qui t'ont beaucoup motivé, qui t'ont beaucoup accompagné après Alors, à l'époque, il y avait Unique Control. Alors, c'était un groupe, ça remonte, les anciens doivent connaître. Mais déjà, pour l'époque, ils étaient super forts. Ça veut dire qu'on avait, à l'époque, on avait des danseurs ici que personne connaît maintenant, mais des danseurs qui avaient déjà un très haut niveau. Puis je me rappelle même à l'époque ici, au petit quartier, il y avait les danseurs de Lyon qui venaient, les danseurs de Grenoble. C'était franchement, pour l'époque, c'était un truc de fou, hein. Donc du coup voilà, moi j'ai commencé comme ça avec eux et puis j'avais pas un groupe au début parce que j'étais le petit merdeux qui venait s'entraîner avec les grands et voilà. Il y avait pas. C'est après au début on avait fait un groupe avec les gamins, on s'appelait les Stylers. À l'époque et souvent on se battait et hors norme à l'époque c'était le groupe des plus grands. Donc mon frère, Viracon, tout ça les anciens. Et du coup nous les gamins on était tout le temps en train de se fighter contre les plus grands. Mais déjà, à cette époque-là, je sais pas, on était déjà, je sais pas, une trentaine à briquer, peut-être déjà dans. Même il y en a, ils ont arrêté tout ça, maintenant, il y a je sais pas combien de niveaux. Et toi, dans la manière dont tu as développé ton style dès les premières années, est-ce que
t'es passé par la case d'avoir un prof qui t'enseigne un petit peu toutes les bases de freeze, de footwork, de top rock, de power move, et t'as fait tes choix ou t'as fait tes choix dès le début par toi-même? Non, en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de prof. C'était vraiment l'époque où on apprenait par l'échange. Donc, fallait regarder, fallait être attentif. Bon, des fois, tu demandais à un gars comment tu fais un track, s'il te montrait, mais je veux dire, c'était vraiment à l'arrache, il n'y avait pas de pédagogie. Du coup, t'étais livré à toi-même, et d'un côté, c'est la meilleure école parce que pour apprendre, t'es obligé d'observer. Du coup, une fois que t'as fait ça, que t'as réussi à apprendre des moves qui sont quand même difficiles, bah après, en fait, tu prends confiance en toi et tu peux tout apprendre. Tu te rends compte que t'as besoin de rien, t'as besoin de personne pour apprendre les trucs. Enfin, je veux dire, c'est comme le jour où j'ai pris une guitare, je me suis pas posé la question, c'est où je vais aller prendre des cours. J'ai pris la guitare et j'ai appris à jouer sans personne. Je l'avais déjà fait dans le break, je me dis, j'ai appris les power moves. Enfin, je veux dire, après ça, t'apprends à breaker tout seul, tu peux tout apprendre. Ça veut pas dire que d'avoir un prof, c'est pas bien, mais je pense que quand tu arrives à t'entraîner sans prof, tu développes des trucs que tu développerais pas avec quelqu'un. Ok. En tout cas, ça fitait pour moi parce que moi, j'ai jamais voulu avoir de professeur. À l'époque, je faisais du foot. Je me rappelle, j'en faisais au City Stade, j'étais très fort parce que je me butais du matin jusqu'au soir. Quand je suis rentré en club et qu'il y a un mec qui me disait ce que je devais faire, ça me saoulait. Parce que le mec, déjà, tu sais, c'était des parents d'élèves, c'était même pas des mecs qui jouaient au foot, tu vois. Donc, le mec, j'étais meilleur que lui, il me disait ce que je devais faire et ça me saoulait, en fait, tu vois. Le break, en fait, quand tu vas breaker, c'est ça qui est pur, c'est que c'est toi et toi-même. T'as envie de faire ça, tu le fais et t'as envie de le faire de la manière dont t'as envie de le faire. Il y a personne qui vient, mais il y en a un qui te dit c'est pas bien comme ça, tu t'en fous, tu peux le faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un prof, il va te dire non, ça c'est pas bien, tu le fais pas et c'est comme ça. En break, et d'ailleurs, c'est pour ça que le level aujourd'hui, il est exceptionnel puis il y a beaucoup des individus, comment dire, ils ont un niveau, c'est très individuel ce qu'ils font. C'est des caractères, d'accord? Même si on a des bases qui sont similaires, les gens arrivent à se développer avec leur propre personnalité. Et c'est des trucs que tu vois pas en gym, que tu vois pas dans le foot, que tu vois pas c'est parce que ils ont tous les mêmes codes. Que dans le break, t'es livré à toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. T'as des bases qui sont similaires, mais t'en fais ce que tu veux. Et toi, quand t'as démarré, t'es direct allé vers les power moves, vu que tu faisais ce que tu voulais, ou t'es passé... Franchement, t'as essayé d'apprendre un peu tout? non, je faisais tout. J'adorais les top rock, je faisais des footwork, j'aimais beaucoup les freeze, les power moves, bah, bien sûr, c'était le truc, quand t'es gamin, tu vois une coupole, c'est le truc que tu veux faire, tu vois. Euh, non, mais je touchais à tout, hein. C'est vrai qu'après les power moves, ça m'a plus attiré, après, peut-être parce que mon frère faisait ça aussi, je sais pas. Et aujourd'hui, tu taffes toujours tes top rock, footwork et tout, ou que power move? Euh, Franchement, déjà, aujourd'hui, je break beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Alors, je m'entraîne toujours une fois dans la semaine pour garder le niveau. Euh, mais ouais, après c'est vrai que tout ce qui est top rock, danse debout, tout ça, footwork et tout ça, je vais le faire quand c'est plus quand on va avoir des spectacles et tout ça. Là, par exemple, on est en train de monter un spectacle. C'est entre guillemets moi le chef du spectacle. C'est moi qui dirige un peu le truc artistique. Bah, je dois monter des chorés, je dois faire des trucs. Du coup, je le fais et je prends du plaisir à le faire. Mais je vais pas me dire demain je vais aller m'entraîner et je vais me défoncer en top rock ou en footwork. Ouais, c'est pas mon premier kiff en fait. J'aime bien le faire quand il faut le faire, mais c'est vrai que moi j'aime bien la perf. C'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ça vient d'où le fait de kiffer la perf comme ça? C'est un truc d'éducation? Non, franchement, je pense que alors j'ai longtemps cogité là-dessus et je pense que tu nais avec. Aujourd'hui, je pense que vraiment parce que aussi loin que je me souvienne, déjà gamin, enfin, je me rappelle avec mon frère, on avait 4 ans, enfin, j'essayais déjà de faire des saltos arrière sur le lit. Tu vois, je me rappelle, on mettait des matelas au quartier, on allait chercher des trucs dans les déchetteries à côté, là. On les mettait sous les arbres, on essayait de faire des coups de pied lune contre l'arbre. Enfin, tu vois, je sais pas le nom exact, mais bref, déjà, j'avais ça déjà depuis tout petit. J'adorais voir la gym, des trucs comme ça. Là, on cherchait, je me rappelle, pour faire de la capoeira, on trouvait pas de cours. Euh,
Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose, c'est naturel. J'ai toujours aimé la perf. Donc tu penses que, selon ta théorie, chacun naîtrait avec déjà une sorte de prédisposition à plutôt aimer tel genre de choses et qu'ensuite ça se développe, mais qu'il y a quand même des éléments de base à la naissance? Ouais, je pense. Bah, tu vois, regarde, enfin, moi, ayant 2 enfants, je vois que les deux n'ont pas le même caractère. On n'est pas tous pareils. On n'est pas avec le même caractère, avec les mêmes attirances. Donc, je pense que oui, forcément, ça joue sur après ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, moi, je me rappelle à l'époque, je pouvais m'entraîner 12 heures par jour, faire des power moves, des freeze, enfin, breaker pendant 12 heures, ça me dérangeait pas. Il y en a pour qui il y en a, ils me disent, mais moi, au bout de 2 heures, j'en peux plus, j'ai plus envie, j'ai envie de rentrer chez moi. Pour moi, ça a jamais été une charge de travail, en fait. Tu vois, c'était juste, je kiffais chaque moment, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commençais à en avoir marre, à partir de ce moment-là, t'arrêtais de t'entraîner. Non, j'en ai jamais eu marre, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, à un moment donné, en fait, la vie m'a rattrapé parce que moi, j'étais un mec, à l'époque, c'était battle, battle, battle. Tu me parlais de ma vie, il y avait que les battles. Il y avait rien d'autre, je voulais rien entendre. Pour moi, c'était ma vie. Je me voyais faire ça jusqu'à la mort, quoi. Et en fait, la vie m'a rattrapé. Il faut payer un loyer, t'as un appartement, faut travailler. Du coup, j'ai donné des cours pendant quelques temps. Après, j'ai intégré Flying Step. Et en fait, quand tu fais ça, t'as plus le temps que t'as avant pour te préparer pour les battles, pour faire tout ça. Et puis du coup, j'ai commencé à en faire moins. Et étant donné que j'évoluais moins vite, euh, je pense que j'ai perdu un peu le kiff d'aller faire les battles à cause de ça. Alors, ça a jamais engendré ma motivation à m'entraîner par contre. Je me suis toujours entraîné et je veux dire qu'il y ait des battles ou pas, qu'il y ait des gens avec moi ou pas, ça aussi c'est pareil. Que je sois tout seul ou avec des gens, je vais toujours m'entraîner. Parce que j'aime bien ça en fait. Et cette époque où tu faisais des battles, c'est parce que c'est marrant, moi j'ai l'impression que du coup tu étais très présent au sein de la communauté hip-hop parce que tu faisais des battles, tu traînais avec des gens du milieu du hip-hop, mais que Ouais. tu as toujours malgré tout conservé et ton identité et tes goûts musicaux à l'intérieur de ça. Les battles, tu les faisais par plaisir d'être mélangé à cette communauté de gens-là ou c'était vraiment encore une fois simplement pour le goût de la performance? Ah non, là c'est vraiment c'est vraiment le kiff, l'atmosphère qu'il y a dans les battles. Vous voyez bien un battle, enfin j'ai un vrai battle, l'atmosphère qu'il y a dedans, on peut pas la décrire. Quand t'es avec ton groupe et tout ça, que tu vas faire des battles à l'époque, c'était magique. Tu vois, c'était quand t'arrives à le faire lever une foule, tu les entends crier. Ces moments-là, ils sont, mais c'est motivant en fait. Ça donne de l'adrénaline. Je sais pas, je pense que c'est même chimique à l'intérieur de ton corps ce qui se passe, tu vois. C'est un truc de fou. Et j'ai toujours kiffé ça, enfin l'atmosphère du break en général, j'ai toujours kiffé. Je veux dire, à l'époque, je me rappelle la Total Session. Putain, les gars, il y a des cercles. On faisait tous les cercles. Toute la journée, on faisait tous les cercles. C'était l'échange en fait que j'aimais bien aussi. Tu vois, puis à l'époque, t'avais pas Instagram, t'avais pas tout ça, tu savais pas tout ce qui se passait. Tu vois, t'arrivais dans les battles, tu connaissais les têtes, mais tu savais pas ce qu'ils savaient faire de nouveau. Du coup, toi, tu t'entraînais, tu sais, et puis t'arrivais là-bas, moi aussi, je sais faire des nouveaux trucs, tu vois, et puis c'était une époque où chaque mouvement, chaque nouveau truc, il était trop important. Qu'aujourd'hui, tu vois, tu ouvres Instagram, tu vois un truc de fou, ouais, c'est bien, tu zappes, tu passes à l'autre truc. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas toutes ces informations. À l'époque, c'était caché, t'arrivais, c'était, enfin, tu vois. Je vois. Et du coup, pour les battles, tu te préparais comment? T'avais des méthodes un peu, genre, imaginons, t'avais Total Session dans un mois, tu te disais, ok, ben là, pendant un mois, je vais me faire un planning très précis pour me fumer, tu vois. Alors à l'époque, non, à l'époque j'étais complètement freestyle, complètement à l'arrache. J'avais aucune connaissance. C'est-à-dire en nutrition, j'y connaissais rien, en étirement, j'y connaissais rien, récupération, j'y connaissais rien, mais j'avais le feu. Ça veut dire que peu importe qu'il y avait battle ou pas battle, je m'entraînais à une intensité de malade. J'étais tout le temps, enfin la moindre occasion que j'avais de m'entraîner, je m'entraînais. Et, et du coup, ça marchait parce que dans la charge de travail, c'est quand tu t'entraînes beaucoup pour le break, c'est beaucoup de la technique. Donc c'est pas comme tu fais pas de l'haltérophilie où tu dois vraiment calculer tes jours de récupération et tout ça en break, même si
si c'est pas top de s'entraîner à l'arrache, ça marche quand même. Que dans des autres disciplines, ça marche pas forcément. Alors après, aujourd'hui, avec le niveau de performance qu'il y a, les mecs maintenant, je pense qu'ils font pas n'importe quoi aussi. Hein. Quoique, tu vois, quand je regarde par exemple le BC One, aujourd'hui, je me rends compte que les mecs, ils sont fatigués très vite. Et ça, je sais que quand je vois ça, je sais que c'est des gens qui n'ont pas la connaissance de s'entraîner correctement pour se préparer à un battle. Moi, je l'avais pas à l'époque non plus. Et je me rappelle, quand j'avais fait des 1 contre 1, putain, un bout de 2 passages, j'étais éclaté, quoi. Et quand j'ai commencé les shows, en fait, moi, c'est les shows qui m'ont vraiment beaucoup appris. Parce que tu commences les shows, t'as 1 heure de show, bah, tu dois faire le show, c'est intensif et tout ça. Et puis le lendemain, tu te rends compte que tu dois le refaire. Et le lendemain, tu dois encore le refaire et tu te rends compte que ton corps, il récupère plus. T'es plus en mode break où tu vas juste faire ton break à la salle. Tu as des trucs à faire tous les jours et c'est les mêmes trucs. Donc, tu dois apprendre à récupérer, tu dois apprendre à faire tout ça. Et si tu le fais pas, bah, tu te pètes le corps, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, apprendre à récupérer, c'est quelque chose qui se fait constamment, c'est quelque chose de très régulier, ou c'est quelque chose que tu vas faire, par exemple, tu vas avoir un show dans 1 mois, et du coup, pendant 1 mois, il va falloir que tu apprennes ton corps à récupérer. Comment ça se passe? Non, si tu veux, alors déjà, moi, j'ai jamais eu de problème entre guillemets, de me préparer, entre guillemets, parce que je suis toujours prêt. Je m'entraîne toujours. Maintenant, ce que je vais faire moi avant par exemple je sais que si par exemple j'ai une tournée là la semaine prochaine, ce que je vais faire 3 jours très intensifs et avant le spectacle, je sais que pendant 4 jours je vais rien faire du tout. Et souvent beaucoup sous-estiment le repos. Et moi je l'ai fait pendant des années à me dire j'ai le fire, le lendemain je m'entraîne. Alors ouais, tu peux t'entraîner. Par contre, fais des vraies séries pendant 2 jours, juste 2 jours. Tu te reposes pendant 4 jours et je te jure que ça va beaucoup plus payer que si tu fais 5 jours d'affilée. Et après, bien sûr, il faut le faire correctement. Hein. Là, j'ai pas le temps de détailler, mais si tu veux, moi, quand je faisais les spectacles, par exemple, je m'étirais 1 heure le matin au réveil, 1 heure avant le spectacle, 1 heure avant de me coucher. Donc déjà, ça, c'était mon rituel. Je faisais 3 heures d'étirement tous les jours. Et Juste des étirements. Déjà, les étirements, pour moi, c'était la base, en fait. C'était le truc, ça m'a sauvé la vie. Moi, j'ai commencé tard, hein. J'ai commencé à m'étirer, j'avais 24 ans. Avant, j'étais vraiment, vraiment à l'arrache. Mais vraiment. D'ailleurs, si tu vois mes vidéos d'avant et mes power moves maintenant, enfin, la qualité de move, elle est pas du tout la même. Et ça, c'est que grâce aux étirements. Mais avant, je comprenais pas qu'en fait, être plus souple, c'est augmenter ta capacité de pouvoir faire des choses. D'accord? Quelqu'un qui est très raide, il va avoir beaucoup plus de difficultés que quelqu'un qui est très souple. Donc en fait, même des fois, quand il y a des breakers qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, et je vois qu'ils sont raides, je leur dis des fois arrêtez de breaker pendant 2 mois, étirez-vous, gagnez en souplesse, gagnez en mobilité, et vous allez voir que dans 2 mois, vous allez rebreaker, vous allez être plus fort sans vous être entraîné. Alors bien sûr, là, je parle de move technique, hein, je parle pas de danse. Et ça, c'est vraiment une putain de vérité. Enfin, même moi, je veux dire, je peux pas donner la même performance sans m'étirer qu'en m'étirant. Après m'être étiré bien 1 heure la veille et 1 heure avant de m'entraîner, là, je vais pouvoir vraiment bien breaker, en fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé d'arrêter les battles? Bah, comme je t'ai dit, c'est plus la vie qui m'a rattrapé, en fait. Et je suis quelqu'un, si je suis pas en fait, moi, je suis un extrémiste. Si je suis pas dedans à 100%, pour moi, ça sert à rien de le faire. Tu vois, aller juste kiffer, je m'en fous. Tu vois, puis après aussi, j'ai plein de passions. J'ai pas juste le break. Tu vois, j'adore la musique. Et dans la musique, il y a plein de styles que j'aime bien. Même quand je fais de la musique, tu vois, je vais pas rester dans un style. Donc en fait, je suis éparpillé et tout ce que je fais, j'adore le faire. Du coup, tout ce que je fais me prend beaucoup de temps. Et des battles, vu que j'en ai fait pendant des années, j'en ai fait pendant 10 ans, j'en ai fait je sais pas combien des battles. Je me dis au bout d'un moment, j'ai peut-être fait le tour et ça m'apporte plus.
Tu vois, j'apprends plus en fait des battles. J'ai appris ce que j'avais à apprendre des battles et aujourd'hui j'ai envie de continuer à apprendre. J'ai envie de continuer à, tu vois, j'ai touché à tout. J'ai touché au CrossFit, j'ai touché musculation, condition. Franchement, j'ai un pote qui est footballeur professionnel. J'ai fait ses entraînements. J'ai vraiment tout testé et à chaque fois que je teste quelque chose, je vais vraiment au bout du truc pour comprendre comment ça marche. Et en fait, tout ça, ça m'a appris de ouf sur le corps humain en fait. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du recul et que quand je vois justement des battles, je me dis putain, mais les mecs, s'ils se préparaient bien, ce seraient des machines. Et en fait, c'est pas compliqué, c'est juste qu'ils ont pas la connaissance. Si ça d'ailleurs, on va pouvoir en parler un peu plus précisément. Mais du coup, si on parle précisément de ce que c'est que s'entraîner dans le milieu du break, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais qui est que c'est une discipline qui est à un niveau de plus en plus haut. Il y a énormément de danseurs ou athlètes, peu importe comme on les appelle, de haut niveau dans le break. Mais ce qui est paradoxal, je trouve, c'est qu'il y en a très peu qui s'entraînent de manière professionnelle et qui ont des méthodes d'entraînement très développées. En tout cas, dans les salles dans lesquelles j'ai pu être et constater les méthodes d'entraînement, et je me mets à l'intérieur de ça aussi, parce que il y a dans le milieu du break, il y en a très peu qui théorisent, qui font des formations et qui ont des connaissances à ce niveau-là. Du coup, si on se met à parler un peu plus précisément de l'entraînement, et que je te pose une question très large pour démarrer, le mot training ou le mot entraînement, il est utilisé à toutes les sauces un peu dans le milieu du break. On va dire ouais, je vais training, d'autres disent ouais, je vais à l'entraînement. Mais j'ai l'impression que on veut tous dire des choses très différentes quand on utilise ce mot. Pour toi, ça veut dire quoi s'entraîner? Waouh. S'entraîner. Bah déjà, l'objectif de l'entraînement, c'est de devenir plus fort. On n'y va pas pour rien faire. Ou alors, il y en a qui y vont juste pour kiffer. Tu vois, mais ça encore, c'est un autre topic. Mais l'entraînement, après, en fait, si je pense que c'est à chacun aussi, à chaque individu de savoir ce qu'il a envie de faire. Et souvent, moi, j'en vois beaucoup qui sont perdus quand ils viennent s'entraîner dans les salles. Ils viennent, ils suivent un flow, mais avant d'aller à la salle, ils se posent pas sur ce qu'ils doivent faire. Moi, je me rappelle ça, par contre, c'est un truc que j'avais déjà à l'époque et c'est quelque chose sur lequel je m'entraînais. J'avais vraiment une bonne vision de l'entraînement sans le savoir. C'est-à-dire que j'allais m'entraîner, avant d'aller m'entraîner, je savais ce que j'allais faire à l'entraînement. Et avant de m'entraîner, je me rappelle à l'époque, c'était des cassettes vidéo. Donc, tu vois, on galérait à avoir Freestyle Session. Tu vois, dès qu'il y avait une cassette qui sortait, c'était laisse tomber. Et moi, c'était le ralenti sur magnétoscope, mais le ralenti, c'est pas le ralenti d'aujourd'hui. Tu rappuyais. Et avant chaque training, je faisais ça. Je regardais les vidéos comme ça. Je me rappelle Benny, je regardais son IT. J'appuyais au ralenti comme ça. Boy, je regardais ce qu'il faisait. Ronnie Ruan, je regardais ce qu'il faisait. Et je mettais les ralentis pour voir où c'est qu'il plaçait le bras, où c'est qu'il plaçait l'épaule. Quand mon frère, il arrive à faire les vrilles, c'est pareil. Je le filmais et je regardais. Et avant de me coucher, j'y pensais. Donc tout ça, en fait, ça fait que je préparais l'entraînement déjà. Et ça, pour la technique, c'est de l'or, en fait. T'arrives pas à la salle et bon, qu'est-ce que je fais? Tu prépares ton entraînement avant d'y aller. Alors à l'époque, je le faisais à l'arrache parce que j'avais pas un nombre de séries prédéfinies. Je savais pas comment j'allais m'étirer et tout ça, mais je savais ce que je devais faire déjà. Parce que j'étais dedans, j'étais borné, en fait. J'étais complètement dans mon truc. Donc je pense déjà ça, si les gens aujourd'hui ils se rendaient compte de la chance qu'ils ont d'avoir des portables, putain mais mec tu peux te filmer, tu peux voir tout de suite ton défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait les gens ils me demandent comment tu fais ça. Bah t'as la vidéo, tu le vois où je la pose la main. Est-ce que j'ai besoin de te le dire pour que tu la poses? Tu vois, t'as juste à regarder la vidéo. Tu prends ton portable, tu te filmes. Tu prends la vidéo du mec qui le fait bien, tu prends ta vidéo et tu vas voir tout de suite ce que tu fais mal. Mais aujourd'hui, il faut tout leur donner, les gens. C'est des flemmards. Je jure, c'est des flemmards. Je vais à la salle, des fois, je leur dis, les mecs, putain, mais vous avez tout, en fait. Vous avez tout sous les yeux. Donc, tu vois, en fait, finalement, pour moi, aujourd'hui, le break, c'est super facile de progresser vite parce que tu as accès à tout. Ok. Et genre, moi j'avais une question, c'était au niveau de l'entraînement, là tu disais que tu savais ce que tu allais faire, mais après il y a une différence entre savoir ce que tu vas faire à l'entraînement et comment tu vas le faire.
Genre, typiquement, quand tu vas faire des Nike, quand tu vas faire des coupoles et tout ça, tu sais que tu veux faire une coupole, mais réussir à débloquer ton bassin pour faire ça ou faire ça, tu sais, bah, faut quand même des exercices bien précis et tout ça. Et toi, tu les avais déjà, ces petits tips ou pas? Non, en fait, c'était pas des exercices, mais je savais, si tu veux, avant d'aller à l'entraînement, j'avais vu les ralentis des vidéos, donc je savais que ma jambe, je devais la mettre à cet endroit-là. Je savais que ma main, finalement, je dois la mettre plus là. Je savais tout ça. Et un truc que je faisais aussi, alors ça c'est moins clair pour les gens, mais pour moi ça l'est beaucoup. C'est de m'imaginer. D'accord. Par exemple, quand j'y allais, je m'imaginais que j'étais léger. Avant de partir, je me mettais dans le personnage en fait. Avant de faire le truc, ok, je suis léger. Allez, t'es léger, tu fais le truc, tu penses à mettre ta main correctement, tu te relâches. C'est tout ça. Je le faisais, c'était instinctif en fait. D'accord. Mais c'est parce que aussi j'allais chercher les infos. Tu vois, la plupart des gens, comme je dis, ils viennent, ouais, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Il y en a beaucoup qui font que demander, mais ils vont pas chercher les infos avant l'entraînement en fait, tu vois. Et ça, et après, c'est là que tu vois dans le break, dans la performance, qui s'entraîne correctement et qui ne s'entraîne pas correctement. On voit l'évolution des gens. Quelqu'un qui s'entraînait très bien, qui était très bon pour ça, c'était Marcio. Marcio, il avait une qualité d'entraînement. Il me disait, mais je pars pas, aucun entraînement que je fais, je pars pas plus fort. Enfin, je repars pas si je repars pas plus fort. Il me dit, chaque entraînement que je fais, je repars plus fort. Et ça, c'est des gens qui savent s'entraîner, ils savent s'entraîner correctement. C'est quel mouvement de base que tu as mis le plus de temps à débloquer? Nighty, je pense. Ouais. Nighty, à elle toute seule, cette phase-là, elle prend le temps de toutes les autres. Mais encore une fois, à l'époque, la vidéo qu'on avait du meilleur Nighty, c'était Benny. Alors, pour l'époque, c'était bien, il faisait 6-7 tours, c'était incroyable. Mais la technique était bourrée de défauts. Donc moi, j'ai appris avec ces défauts-là, en fait, tu vois, en regardant ces défauts. Et après, je les ai corrigés avec le temps, quand j'ai commencé à devenir meilleur, quand j'ai commencé à dépasser les trucs, je les corrigé. Mais aujourd'hui, celui qui commence Nighty et qui fait tous les défauts, je me dis dans ma tête, mais t'es con, t'as toutes les vidéos sur Instagram, t'as plus de 30 tours maintenant Nighty, t'as juste à reproduire cette technique-là, en fait. Cherche pas ailleurs. Commence déjà par ce qui est le mieux, et après, si tu veux, tu le changes. D'accord? C'est d'ailleurs le break, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Tu apprends les bases et après après tu les mets à ton goût, tu vois, mais tu les apprends correctement. C'est un petit peu à la manière de la recherche scientifique, en fait. Des scientifiques qui vont chercher des avancées dans des travaux particuliers, ils vont d'abord prendre tout ce qui a été fait, quoi. Exactement, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Et pour avoir une idée de l'intensité d'entraînement que tu peux avoir, à l'époque où tu travaillais le plus le 90, tu t'y entraînais jusqu'à quel point en une journée, par exemple? Franchement, je me rappelle plus. Je sais que je passais au moins 1 heure dessus minimum à chaque training. Une vraie heure de training que sur le move. Et c'était à se casser la tête parce que déjà, j'avais pas la souplesse. Donc déjà, je m'entraînais avec un corps, j'étais super raide. Donc à l'époque, enfin, trouver l'axe avec le corps que j'avais, c'était quand même chaud en fait. Quand je regarde, je dis putain, ouais, j'ai vraiment galéré. Que aujourd'hui, j'aurais eu la connaissance que j'ai aujourd'hui, même sans la technique, j'aurais progressé mais 10 fois plus vite. Juste, je me serais étiré déjà, déjà j'aurais gagné des années déjà. Parce que du coup, pour genre toutes les phases que tu vas taffer, tu te mets des vraies sessions d'1 heure, quoi. Parce que, enfin, moi, à chaque fois que genre je vais taffer des phases, des coupoles, des trucs comme ça, je sais que 1 heure, ça va être trop long. En fait, mon corps, il va trop vite fatiguer et après ça, en fait, ça va emmener des défauts. Ouais. Et toi, tu faisais des gros 1 heure de phase sans problème. Ah, moi, je faisais même des 12 heures. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais en fait, si tu veux, ce qui est bien avec les phases, c'est que bon, Nike, c'est une phase qui prend pas beaucoup d'énergie. D'accord? Elle demande beaucoup de concentration, mais physiquement, elle est pas difficile. En tout cas, tant que t'es pas à 25-30 tours, c'est pas une phase qui physiquement, elle est dure à réaliser. C'est pas un Thomas, quoi. Des Thomas, t'en fais pas pendant 12 heures.
Tu vois, c'est pas une phase qui est difficile. Alors après, moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est travailler un move, tu passes 10, 15 minutes dessus, c'est bien. Tu passes 15 minutes dessus, par contre, tu reviens dessus à la fin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ce qui fatigue, c'est le corps, c'est les muscles. Mais les muscles, tu vas pas les utiliser de la même manière sur une autre phase. Du coup, les muscles que tu avais utilisés en coupole, ils vont se reposer pendant le temps que tu travailles les autres phases. Et du coup, tu peux revenir dessus après. C'est, c'est comme en musculation, tu sais, tu peux faire du développé couché, bah derrière, tu peux enchaîner avec les épaules, par exemple. Alors que les épaules, elles ont un peu travaillé, tu vois, mais tu vas être dans ton plein potentiel aussi pour travailler cet autre muscle, tu vois. Tu vois, un Thomas, tu vas utiliser beaucoup les triceps, les abdos, machin, tu remontes en vrille, c'est plus du tout la même chaîne qui travaille. Du coup, ta chaîne musculaire que tu travaillais en Thomas, elle va se reposer pendant que tu travailles tes vrilles. Et tu vois, ce genre d'information, rien que ce genre de mots, parler des groupes musculaires, des chaînes musculaires qui travaillent dans chaque mouvement, ça paraît logique qu'on en parle quand quand je t'entends expliquer la manière dont tu t'entraînes. Mais ce qui est fou, c'est que dans les salles d'entraînement, c'est très très rare, pour pas dire jamais, qu'on entend des gens parler si précisément des choses. Comment est-ce que tu expliques qu'avec le niveau de connaissances disponible aujourd'hui, euh, on en profite si peu dans le milieu du break? Bah, déjà, la connaissance, je pense déjà, il faut aller la chercher. C'est ça qui est difficile. Tu vois, il y a tellement, et tout ce que tu vois maintenant sur Internet, c'est attractif. C'est quelque chose où tu regardes et puis tu le regardes pas attentivement. C'est pour divertir, en fait. D'accord? Mais aller regarder des choses sur Internet pour apprendre, avec cette optique-là d'apprendre, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Même si c'est une mine d'or, Internet, hein, tu peux tout apprendre dessus. Euh, je sais plus ce que je racontais. Non, je te demandais pourquoi est-ce que selon toi on profite pas assez de ces connaissances-là dans le milieu du break, par exemple. En fait, tu vois, il y a un truc qui est vrai aussi, je me rends compte, c'est qu'en fait, la connaissance, elle y est, mais en fait, il faut te l'approprier aussi. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois aujourd'hui, par exemple, j'ai un pote qui est footballeur professionnel, donc il est à Lyon et il est chez les pros, tu vois. Et quand je vois comment ils s'entraînent, je me dis, putain, mais en fait, même chez les pros qui ont des années d'entraînement, il y a plein de choses qu'ils font pas correctement. Tu vois, ils ont un savoir, mais même dedans, je me rends compte que, bah, par exemple, les étirements, c'est que dalle. Tu vois. Et par exemple, moi, quand je regarde un Usain Bolt, je me rends compte que lui, il a compris, tu vois. Quand il court, il est relâché et il est souple. Ça se voit. Tu sais, ça se voit comment il est, comment il s'entraîne. Alors après, il y a des gens qui sont comme ça naturellement. Moi, j'ai des potes, hein, ils sont très souples de nature et tout ça. Ils n'ont pas forcément besoin de le travailler. Mais ouais, des fois, juste en observant, tu peux voir ce qui se passe. Et je pense que ça aussi, je le tiens depuis que je suis petit. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai appris à travailler comme ça, à observer pour comprendre ce qui se passe. Tu vois. Euh, Et mais je ouais, vois. Pardon, t'allais dire quelque chose? non, j'allais dire ouais, par rapport à la connaissance, il y a quand même, c'est pas juste, c'est là, t'as un papier, un cahier qui te dit tout. Il faut quand même aller la décortiquer et ça, c'est un vrai travail. Et puis après, il faut le tester sur soi aussi, tu vois. Ce qui est vrai pour moi, l'est pas forcément pour tout le monde non plus. Alors après, pour moi, je pense qu'il y a des trucs, par exemple, les étirements, c'est des trucs, je le sais. La nutrition, aujourd'hui, c'est des trucs qu'on sait dans tous les sports. La nutrition, c'est primordial. Si tu mets de l'essence dans une voiture où c'est du gasoil, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, par contre, c'est une connaissance qui est facile à aller chercher. Tu vois, par exemple, se lever le matin, manger des flocons d'avoine avec une pomme, avec une banane, avec des myrtilles, tu vois, des graines de chia, ces trucs-là, ça, c'est des infos qui sont faciles à trouver. Et on sait ce que ça fait sur le corps. Les scientifiques, ils l'ont démontré, ils ont prouvé ce que ça faisait, ils ont montré tous les bienfaits et tout ça. Et ça, c'est des trucs qui sont faciles. Tu vois, c'est facile à digérer. Enfin, c'est des choses, tu vois, enfin, moi, tous les matins, c'est ce que je fais. Et je sais que je le fais, je me suis mis à un rythme à le faire et je vois que ça marche. Je l'ai expérimenté aussi, tu vois. Alors après, la nutrition, c'est pareil, c'est super personnel aussi parce qu'il y a des choses chez les gens qui marchent moins que d'autres. Mais par exemple, quand je dis les flocons d'avoine, parce que c'est l'exemple que j'ai en tête, c'est un truc que 95% des gens, ils digèrent super bien.
Enfin, tu vois, Et à la fois, des fois, tu as des gens. Moi, par exemple, il y a une période, je prenais mon petit-déj de cette manière-là tous les matins. ouais, Et parce que j'ai été éduqué avec l'idée que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. ouais. Et maintenant, je me rends compte, alors qu'en plus, je danse tous les jours professionnellement, on va dire. Et je me rends compte maintenant que je passe une meilleure journée quand je mange pas au petit déjeuner. Tu vois? D'accord. Ouais, bah tu vois, c'est ça, mais ça, tu l'as expérimenté. Tu sais que toi, le matin, ça marche pas. Bah tu vois, moi, c'est bizarre parce que j'étais comme toi, le matin, j'étais pas du tout dans le game, ça marchait pas. Et en fait, c'est parce que je me couchais trop tard. Et je me suis aperçu que quand je me couchais à 10 heures et que je mangeais le matin, parce qu'aujourd'hui, j'ai des gamins, j'ai plus le choix. Donc, toi, si tu as envie de rester dans le lit, non, tu dois te lever. Du coup, je suis obligé de me coucher tôt et je suis obligé d'avoir ce rythme-là. Donc, ouais, quand je me couche tôt, bah, je me lève le matin. Maintenant, j'ai la dalle. J'ai vraiment la dalle. Et alors qu'avant, tu vois, j'étais comme toi. Vraiment, alors après, ça n'a peut-être rien à voir par rapport au timing, l'heure à laquelle tu te couches, mais je pouvais pas manger le matin, ça me mettait mal. Bon, après, je mangeais pas correctement non plus, tu vois. C'est pareil, tu vois, le matin, je bouffais n'importe quoi. Je me levais le matin et me servir un verre de coca normal, tu vois, enfin, je bouffais vraiment n'importe comment. Et c'est à partir de quel moment qu'il y a eu... Parce que tu parlais de ta life quand tu faisais des battles et que du coup, t'avais pas compris le truc de la souplesse, mais tu te nourrissais pas non plus forcément correctement. C'est à partir de quel moment que tu as commencé à t'intéresser à toutes les connaissances sur et la santé et la science et les muscles, comment ils fonctionnent et l'anatomie, etc. Il y a eu un moment précis où ça s'est fait tout doucement? Bah, ça s'est fait doucement, mais après, quand j'ai commencé la musculation aussi, bah, au début, je l'ai fait comme le break, hein. Je faisais n'importe comment à l'arrache, sauf qu'au bout d'un moment, bah, tes résultats, c'est les mêmes. Parce que tu as une mauvaise nutrition, parce que tu t'entraînes à l'arrache, quoi. Sauf que tu le vois dans le miroir. En break, tu peux toujours progresser techniquement. Tu peux toujours avoir des nouveaux moves. Tu peux progresser, même si t'as pas une bonne nutrition, si t'as pas tout ça. Et en fait, le fait de faire de la musculation comme ça, puis tu sais, tu vois ton corps comment il évolue. Putain, ça va pas, je comprends pas. Je m'entraîne tous les jours. Je fais des milliers d'abdos, je fais des milliers de trucs, machin. Et en fait, finalement, mon physique, je vois qu'il marche pas. Qu'est-ce que je fais mal, tu vois? Tu te poses des questions. Et ça a été un peu le début du truc. Après, là où j'ai vraiment dû me prendre la tête par rapport à la nutrition, c'est quand j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson. Donc depuis que je suis végétarien, en fait, c'est là que j'ai vraiment dû, parce que moi, t'enlevais la viande, il restait que le riz. Tu vois, c'était riz viande. Il n'y avait pas de légumes, il n'y avait rien. J'y connaissais rien en nutrition, tu vois. Et vu que bah, c'est moi qui gère un peu la cuisine à la maison et que bah, c'est pareil, j'ai les enfants aussi, tu vois, fallait que nutritionnellement parlant, je sois opérationnel. Et en fait, du coup, c'est un peu par la force des choses hein, que j'ai appris à connaître la nutrition. Et encore, je connais bien, j'ai des bonnes bases, mais je continue d'apprendre, tu vois. Je Ouais. pense qu'on apprend tout le temps, en fait. Je me mets toujours en mode débutant, comme quoi je sais rien. Comme ça, je suis sûr que je continue à apprendre. Yes. Et pour avoir une idée concrète du genre de quotidien que tu avais, bon, j'imagine qu'avoir des enfants, ça change vachement un quotidien. Du coup, si on prend pour référence le moment où tu n'étais pas encore papa, mais juste avant, mais que tu étais déjà dans cette dynamique d'entraînement quotidien à la campagne dans ton garage que je connais, euh, c'était quoi une journée ou une semaine idéale en termes d'entraînement, de nourriture, de manière de vivre? C'était quoi une bonne journée pour toi? Ben, une bonne journée, c'est là où déjà t'as du temps, tu ne peux t'occuper que de toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que toi, il y a personne d'autre. Donc déjà, ça, c'est une bonne journée. Déjà, ça commence bien. Puis après, bah, après, en fait, à cette époque-là, si tu veux, le problème, c'est que j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. C'était à l'arrache. Du coup, à l'époque, moi, enfin, dès que j'avais du temps, j'allais m'entraîner, en fait, tu vois. Je me posais même pas la question de où, comment, quand. J'avais le temps, l'endroit, je m'en foutais. Parce que moi, à l'époque, enfin, je veux dire, quand je tapais des 12 heures par jour, je me rappelle, j'allais m'entraîner dans une gare, je prenais le train le matin à 6 heures du mat pour aller dans une autre gare. Et c'était un truc que mon frère, il avait fait parce que
En fait, il était rentré en formation. Il faisait une formation et il avait mitonné à ma mère. Il n'allait pas à la formation tous les matins. Il prenait le train pour aller là où il y avait sa formation, mais il allait à la gare, il allait s'entraîner là-bas. Et du coup, forcément, mon petit frère, quand j'ai vu faire ça, le jour où j'ai eu le temps de le faire, je l'ai fait. Et tous les jours, je prenais le train comme ça. J'allais m'entraîner dans cette gare. Je me rappelle, il y avait les clochards, c'était n'importe quoi. Hein. Les clochards à côté qui pissaient, c'était. Mais quelque part, le break, c'est ça si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Il y a pas de salle, il y a pas d'infrastructure, c'est pas grave. Je me rappelle en hiver, je mettais mes gants, j'allais m'entraîner dans la neige, je faisais des vrilles dans la neige. Je veux dire, il y avait pas de salle. Aujourd'hui, moi, j'ai fait mon garage parce que je me suis dit putain, le jour où je peux avoir un garage où je peux m'entraîner chez moi, tu vois, ça peut être sa mère, j'aurais plus à me prendre la tête avec ça, tu vois. Mais si demain je l'ai pas, ce sera pas un frein à ma progression. Je pars du principe, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Je sais que tu as fait quand même quelques folies dans ta vie en termes de pousser les limites beaucoup plus loin et tout ça. Il y a des fois où tu t'es dit que tu avais vraiment poussé les limites un peu trop loin en termes de renforcement musculaire et tout ça, parce que je sais que tu fais quand même pas mal de muscu. Et je suis allé voir ton Insta et tout, je voyais que tu t'as fait les triceps avec du 60 kilos accroché à ton corps et tout, et que tu allais vraiment taper sur des grosses perfs. Est-ce que des fois où tu t'es dit, ah ouais, là j'ai vraiment poussé loin, mais au point que tu pouvais juste t'écrouler par terre et t'étais juste fatigué, quoi. Ouais, Et HS. c'est arrivé beaucoup dans le passé, quand je t'ai dit, où je comprenais rien à la récupération. Pour moi, plus t'en faisais et plus t'étais fort. Ça veut dire que si tous les jours je poussais la barre, et ben j'allais la pousser de plus en plus lourd chaque jour. Sauf que moi, c'est pas du tout ça en fait, tu vois. Et je me rappelle que même mon frère il est tombé dans les pommes une fois, justement à cette époque où il s'entraînait à la gare là. Il est rentré, il a fait il s'est éteint. Donc, mais après, tout de même, aujourd'hui, je suis plus raisonné, mais du coup, je progresse plus vite dans mes entraînements parce que je me rends compte justement par rapport à ça, tu vois, en muscu, quand tu fais de la force, t'as pas que les muscles qui doivent se reposer, t'as ton système nerveux aussi. Tu vois, et ça, c'est quelque chose que je me rends compte, je l'ai aussi étudié dans les phases, justement. J'ai repris ces trainings que je faisais en muscu et je me suis dit, je vais les adapter au Power Move pour voir comment ça marche. Et une fois, j'ai fait un training, alors j'ai pas fait long, j'avais fait, je m'en rappelle, j'avais fait peut-être, je sais pas, 5 séries. En fait, en général, quand je me prépare justement pour faire les choses, je fais ça, je vais faire 5 séries du max en Thomas que je peux, vu que c'est la figure la plus physique. Je vais faire 5 séries, pas plus, hein, mais vraiment pas plus. 5 séries max, et en général, j'en fais 3. 5 séries, c'est quand je suis vraiment chaud, tu vois. Après 3 séries, c'est quoi ton nombre de Thomas max dans ce genre de série? Alors là, je pense pas que je serais capable d'en faire beaucoup, mais quand je m'entraînais avant les spectacles, je montais à 45. Par contre, je montais à 45, je faisais la première à 45, la deuxième à 40, et la troisième, une fois, je sais pas, j'avais peut-être dû faire 38, tu vois, 45, 40, 38, sachant que j'étais parti de 25, 18, 15, tu vois. Ok. Mais en fait, ce qui marchait, c'est justement parce que je faisais ça pendant 2 jours. Après, je me reposais pendant 4 jours, je répétais le processus. Bon, après, par contre, j'allais courir, après les séances Thomas, j'allais courir, je faisais tout ça. Et en fait, je me suis aperçu quand j'ai testé cet entraînement-là, quand je suis reparti retourner faire les shows, j'étais une machine. Ça veut dire que je termine les shows, j'avais la bouche fermée. Après tout le show, après mes passages en phase, toutes les chorés, top rock, lock, tout ce que tu veux, je terminais le show, j'avais la bouche fermée. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, putain, mais en fait, le repos, il est primordial, en fait. Et c'est pareil, c'était la qualité que j'avais pendant le show. Et enfin, je faisais des passages de 20 phases. Des combos, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je termine mon solo, je sors. Il m'a rien fait le solo. Parce que je suis capable de monter à 45. Tu vois, donc mais en fait, c'est ça après ça, dans la perf pure comme ça, c'est qu'il faut penser que tu dois repousser ton max en pleine forme. D'accord? Ça sert à rien de repousser, si t'as fait ton entraînement, t'es arrivé à 45, normalement, l'entraînement d'après, si tu t'es bien reposé, tu dois monter, tu dois forcément gagner des tours. Si tu le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait.
Donc, donc voilà, là je te le détaille pas, je te le détaille pas, mais en gros, faire des grosses séances et puis l'intensité aussi, c'est super important dans l'entraînement. L'intensité, elle a une place primordiale, tu vois. C'est parce qu'à l'époque où je m'entraînais, je faisais 12 heures. Déjà, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Là, je peux pas faire 12 heures de training avec le niveau que j'ai. Tu vois, c'était 12 heures où tu apprenais à faire une vrille, tu te relèves, tu la refais. Tu vois ce que je veux dire. Tu fais pas 12 heures de combo. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je vais pas faire 12 heures de. C'est pas possible. Tu vois, c'est. Pour, pour continuer de comprendre un petit peu, on parle beaucoup de muscu, d'intensité, de nombre, etc. Et on pourrait avoir l'impression qu'on parle que de corporel, de physique, alors que je sais que tu t'intéresses aussi grave à l'esprit et que pour toi c'est deux choses très liées et que tu fais notamment de la méditation. Ça, ou en tout cas que tu en faisais à l'époque où on s'est croisés, ça a pris ou ça prend quelle place l'esprit et la méditation par exemple dans ta vie? Ah bah ça pour moi, tout de même, aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue d'expérimenter. J'aurais pas de, j'ai pas de, en fait, c'est très personnel, tu vois. Je peux pas. C'est quelque chose que je vais faire tout le temps. C'est quelque chose qui est pour moi, c'est ce qui prime le plus dans tous mes entraînements. C'est le truc numéro un auquel je pense tout le temps. Parce que je sais que pour moi, la clé de, la clé, en fait, de ce que je cherche à aller, tu t'entraînes pas juste pour rien, tu vois. Toutes ces perfs que je fais, je sais qu'elles m'amènent quelque part encore, tu vois. Pour moi, je me sens encore débutant. Malgré tout ce que j'ai fait, je sens qu'il y a quelque chose que j'ai pas, il y a quelque chose qui manque, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai pas encore capté. Et je sais que c'est lié à l'esprit. C'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant, ce que je fais, c'est du physique. En fait, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les power moves de m'entraîner techniquement, parce qu'en fait, je sais qu'en m'entraînant, je vais y arriver. Tu vois, je sais que demain, je vais faire un training de phase. Je sais pertinemment que si je m'entraîne pendant 6 mois tel move ou tel combo ou tout ça, je sais que je vais y arriver. Je sais à quoi ça va ressembler. Et du coup, ça m'intéresse même plus en fait, puisque je sais très bien qu'avec en le faisant, je sais que je vais y arriver. Donc j'ai envie d'aller vers les trucs qui me semblent encore où c'est l'inconnu en fait. C'est l'inconnu, c'est quelque chose que, enfin même l'humain, il a même pas expérimenté vraiment. Mais tu Tu parles de vois, quoi exactement? bah, je parle de la force de l'esprit, tout ça, tu vois, tout ce qu'il y a quand tu. En fait, on connaît rien en fait à tout ça. On est grave limité en fait. Sauf que bah, si tu t'intéresses un peu à la physique quantique et tout ça, ils vont te le dire, là, ça a été prouvé qu'il n'y a aucune limite à l'esprit. En fait, ce qui fait notre réalité, c'est ce qu'on voit, c'est nous en fait qui créons la réalité. Et ça, ils l'ont vu en regardant des molécules qu'elles se comportaient pas pareil en la regardant que si on la regardait pas. En fait, toutes nos pensées, tout ça, ça influe sur la matière. C'est pareil. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une expérience d'un japonais qui a fait ça avec l'eau. Et ben, en regardant l'eau et en pensant ou même en lui parlant, et ben, ça modifie sa structure. Et ça, vous pouvez voir les expériences sur Internet, c'est un truc de fou. Et notre corps, il est composé d'eau, de beaucoup d'eau. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ça, ça influe la matière. Et je pense que pour moi, le chemin de l'évolution, en tout cas, il est plus dirigé vers ça que vers le physique pur. Parce que vers le physique pur, je pense qu'on a atteint la limite. C'est fini. C'est-à-dire que le mec qui veut courir plus vite, il va courir quoi plus vite que Usain Bolt? Ça va se compter en centièmes, tu vois. C'est le mec qui veut faire des perfs plus grosses, ça va. En fait, là, on va tourner en rond, en fait. Je sais pas si vous me suivez. Franchement, Ouais, grave, grave. on te suit, tu peux développer, hein. Vas-y, on est dedans. Donc je pense qu'on a atteint cette limite et en fait aujourd'hui même tu vois quand je regarde les vidéos de break et tout ça sur internet, même si je vois des moves de ouf, ça me fait plus rien parce que je le sais en fait que la plupart des trucs techniques en power move que je vois, c'est des trucs que j'ai pensé et repensé il y a déjà 10 ans en arrière et que je sais très bien quand je m'entraîne, je vais les faire. Je pense que en fait, si tu veux voir plus loin, il faut prendre un autre chemin. Et le chemin physique, euh,
même moi, j'ai du mal à m'en détacher parce que j'aime ça, tu vois. Puis ça procure des trucs dans le corps, puis c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu le vois en fait. Tu sais, tu fais de la musculation, tu vois ton bras qui gonfle, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Mais le chemin spirituel, il est bel et bien là. On le sait. Enfin, même en physique quantique, tu vois, tout ce que je vous ai dit avant, ça le prouve en fait. Et tu sais, c'est pareil, là, avec la force de volonté, on peut faire des choses de ouf, tu vois. Euh, Après, c'est difficile de là, en une interview, de développer tout ça, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça fait tellement en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de mon côté avec mon frère, que j'ai développé, enfin, que je m'entraîne à ça depuis des années. Et je sais qu'il y a une clé, je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, comment ça, c'est un chemin personnel, hein. C'est clair, puis tu sais comment et surtout quoi, parce que tu parles d'une clé, tu sens qu'il y a quelque chose, mais sans pouvoir dire exactement, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose à débloquer. Oui, je le dis pas parce qu'on va me prendre pour un taré, mais il y a quelque chose. Enfin, quand on parle, en fait, j'ai l'impression qu'on a des barrières qui sont là et qu'en fait, il y a quelque chose qui est juste devant nous, juste sous notre nez, mais depuis toujours, et qu'on ne le voit pas en fait. Quelque chose qui pourrait être. En fait, je pense qu'on est on est des êtres très puissants, mais c'est juste qu'en fait, on le sait pas. Parce on a toujours travaillé de la même manière. On a toujours, depuis qu'on est petit, la manière de travailler, elle est toujours la même. On nous a jamais appris à travailler autrement. Et aujourd'hui, alors, les gens vont dire qu'il est taré. Demain, quand tu fais le truc, c'est normal. Je veux dire, à l'époque, s'il y avait le japonais qui avait dit, mais quand je parle à l'eau, elle change. T'es malade, mec. Ferme-la. Aujourd'hui, le microscope, il te le montre, ça change. Tu vois ce que je veux dire? Mm-mm. Donc, c'est là, en fait, pour moi, le next step de l'évolution, il est à cet endroit-là. Il est plus dans le physique. Le physique, on l'a plié en long, en large, en travers. Tu vois. Mais du coup, là, quand tu parles de tout ça, de tout ce qui est spirituel et tout, et que tu espères atteindre je ne sais quoi, mais atteindre un truc de fou, c'est pour, c'est pourquoi? C'est pour l'intégrer au break? Ou c'est même plus loin que ça? Ah non, pas du tout. Le break, moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre et je le fais encore en fait, par limite, par peur de perdre ce que j'ai appris, de perdre ce que j'ai acquis. Enfin, c'est pas vraiment acquis parce que si tu t'entraînes pas, tu le perds. Donc, j'ai pas envie de perdre ça. Je sais que ça fait partie de mon chemin, donc je veux le garder, même si je vais pas forcément faire les mêmes perfs qu'avant. Euh, et du coup, je sais plus c'était quoi ta question. Si je voulais l'intégrer au break, non, pas du tout. En fait, c'est limite c'est limite trouver la paix en fait. C'est comme si tu sais qu'il y a, je sais pas, tu sais qu'il y a des choses que, je sais pas, il y a des blocages en fait. C'est difficile à expliquer, hein. On a des blocages, je le sais, par-delà enfin, toutes les méditations que j'ai fait et tout ça. Euh, Maintenant, je sais que le chemin il est là. Maintenant, à vous expliquer comment, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Mais parce que le truc que je me demande, c'est que genre, je sais pas, imaginons quand t'avais 10 ans, est-ce que tu imaginais que t'allais faire genre 33 tours de Nighty, tu vois? Et t'aurais peut-être pu me dire, bah, c'est pour trouver la paix. J'ai envie de me fumer au break pour trouver la paix. Et là, tu me dis que t'as envie de pousser le spirituel au plus haut niveau pour trouver la paix. Mais une fois que t'auras atteint, imaginons, on t'atteint un truc de fou, est-ce qu'après t'auras pas encore envie de pousser plus loin pour encore trouver la paix? Enfin, du coup, l'idée c'est, est-ce qu'à un moment tu vas la trouver la paix ou pas? Bah, en fait, ouais, je pense que vraiment, à un moment donné, tu trouves, enfin, quand je dis la paix, c'est peut-être pas forcément à un moment donné, je pense que, enfin, comme Bouddha, il a fait avant, il parlait d'illumination, tu vois. Il disait qu'il avait atteint le stade de l'illumination et que tout à coup, tout est clair. Tu sais, même là, qu'est-ce qu'on fout ici, tu vois? Qu'est-ce qu'on fout ici? D'où on vient? Tu sais, toutes ces questions existentielles que tu te poses, tu regardes les étoiles, putain merde, on est un soleil au milieu de milliards d'autres soleils, il y a des planètes qui orbitent partout dans tout l'univers, des milliards de galaxies.
tu sais, tu cherches ta place, tu cherches à comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, et puis les explications qu'on nous donne, enfin, je sais pas, c'est pas fiable, tu vois. Si tu réfléchis un peu, c'est pas fiable. Du coup, c'est ça aussi qui me pousse à chercher, à comprendre, tu vois. Mais ça, après, c'est aussi dans l'être humain, on a toujours été comme ça depuis la nuit des temps aussi. Bien sûr, ce qui a créé d'ailleurs tous les mouvements religieux et toutes les tentatives d'éclaircir des choses. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que toi, t'y as trouvé ton compte, vu que le niveau spirituel t'intéresse beaucoup? Est-ce que tu y as trouvé ton compte dans dans une des religions principales qui existent aujourd'hui, ou tu continues de la même manière que tu l'as fait dans le break à chercher à ta manière à l'intérieur de ton esprit? Non, en fait, ça, par rapport alors, moi, j'ai trouvé, entre guillemets, ma religion. Moi, je suis dans aucune religion, hein. Par contre, je suis croyant. Je suis dans aucune religion, mais je sais qu'il y a quelque chose. Et ça, je l'ai vu avec les années, parce que je suis très observateur de ce qui se passe autour de moi. Je regarde toujours. Et je sais que toutes ces années, elles m'ont appris, mais putain, mais le karma, il est vraiment présent. Quand tu fais un truc bien, t'as quelque chose, et quand tu fais un truc mal, t'as quelque chose, tu vois. Et tu peux te mentir à toi-même, tu sais quand tu fais quelque chose de mal, tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, tu le sais. Et souvent, et je me rends compte, j'ai l'impression que c'est une loi universelle, et quand je regarde ça, quand je regarde la vie des gens autour de moi, à chaque fois je vois ce qui leur arrive par rapport à leur comportement, je me rends compte qu'en fait, ils ont toujours ce qu'ils s'aiment. C'est le résultat de leur choix à chaque fois. À chaque fois que tu fais un choix, ça t'amène à une répercussion. Tout le temps. Moi, je crois pas au hasard. Il t'arrive quelque chose, tu tords la cheville pour X raison, il y a une raison à ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois pas du tout à la chance. Pour moi, tu amènes à toi ce que tu es, c'est la loi de l'attraction aussi. Oui, oui. Et ça, moi, après, c'est ce que j'ai appris. Je vous parlerai bien des histoires personnelles des gens, mais je le ferai pas parce que c'est pas bien. Mais j'ai appris en regardant les gens, et à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est un truc de fou. À chaque fois, je tombe sur le cul quand j'observe ce qui se passe. Et je sais aussi, par exemple, à chaque fois que je demande à Dieu, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, que je demande de l'aide ou une réponse, je vais toujours avoir quelque chose, une réponse qui va me parler à moi, qui va pas forcément parler aux autres. Mais comme la réponse elle est amenée, je me dis putain, mais c'est pas possible. S'il y avait une chance sur 1 milliard que ça tombe, et une chance sur 1 milliard, et je me dis putain, ça tombe comme ça, et à chaque fois, je me dis bon bah ok, j'ai ma réponse. Je pense qu'en fait, il faut essayer aussi des fois de prendre le temps d'observer et de communiquer. Alors, est-ce que les choses elles arrivent parce que je les provoqué? Est-ce qu'elles arrivent parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? euh, Moi, j'aime à penser que oui. Maintenant, est-ce que j'ai pas la réponse? Et puisqu'on est en train de parler de croyances et de repousser les limites, est-ce que dans tes croyances, il y aurait quelque chose de l'ordre de si on arrive à repousser ces limites de l'esprit, est-ce que tu penses par exemple qu'il est possible un jour avec son corps, de faire des choses qui sont bien au-delà des limites actuelles, genre voler, genre marcher sur l'eau, genre... Bah, pour moi, ouais, c'est même pas des. En fait, tu vois, les gens voient l'impossible. Moi, je vois que c'est pas impossible. C'est juste on n'a pas encore les réponses. On n'a pas les clés encore. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Donc, ouais, quand t'en parles comme ça fait le mec, il est taré. Mais en physique quantique, ils te le disent. Marcher sur l'eau, il n'y a rien qui empêche tes molécules de marcher sur l'eau. Enfin, je veux dire, ça après, il faut s'y intéresser pour comprendre, mais la puissance de l'esprit, je pense qu'on la sous-estime à à tous les niveaux. Euh, D'ailleurs, regardez juste par rapport à la puissance des médias, ce que les gens nous disent, comment ils peuvent contrôler le monde. Tu vois, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Quand on regarde les médias, enfin, mais je me dis, mais c'est un truc de fou, la puissance de la parole. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on voit la puissance de la parole, quoi. C'est un truc de fou. Via les médias, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Et quand moi, je vois la situation Covid, là, franchement, je me tire des balles quand je regarde le truc. Je me dis, putain, mais les mecs, posez-vous les bonnes questions, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est là, on voit quand justement, t'as le monopole sur la parole, que tout le monde va écouter cette même parole,
et ben t'as le monopole du monde en fait. Je change légèrement de sujet, mais on arrive vers la fin de la conversation. Mais dans ce podcast, on aime bien parler de pédagogie et de transmission. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Dans tout ce que tu as eu l'occasion et d'expérimenter et de comprendre et les connaissances que tu as accumulées en faisant tes recherches, etc., j'imagine qu'à un moment donné se pose la question de la transmission. Et d'ailleurs, vous êtes déjà un groupe de personnes où vous vous transmettez les uns aux autres quand vous vous entraînez, etc. Nous, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est un peu un exercice de pensée, mais imagine que tu te retrouves 30 minutes dans une salle, ou pas forcément dans une salle, avec quelqu'un que tu croiseras qu'une seule fois. Si tu devais en 30 minutes lui transmettre, pour toi, le plus important de ce que tu aurais compris à travers ces années de pratique, qu'est-ce que tu ferais pendant ces 30 minutes? Bah déjà, je lui dirais de mettre à jour ses objectifs et d'être réaliste avec les efforts qu'il veut faire par rapport à ses objectifs. Tu vois, tu mets ton objectif ici, tu peux pas faire ça d'effort. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qu'il y en a beaucoup, ils se briment par rapport à ça, ils disent putain, mais j'y arrive pas et tout ça. Ouais, mais mec, regarde comment tu t'entraînes en fait. Tu mets tes objectifs au top du top, t'y arrives pas et après tu te brimes. Tu vois, peut-être descends tes objectifs, fais quelque chose de réalisable. Donc déjà, ça, c'est important. Déjà, c'est apprenez-vous à vous connaître. D'accord? À savoir ce qui vous met bien, tu vois. Enfin, un exemple, c'est comme dans les entreprises, des fois, tu as des gens, ils veulent tous être responsables parce que c'est le poste, alors qu'en fait, leur place, elle est pas là et ils seront pas bien à cet endroit-là. Tu vois, c'est des fois, on voit le truc, on voit le résultat, putain, ouais, je veux ça, mais en fait, on veut pas le chemin qui va derrière. Donc ça, c'est quelque chose, déjà, apprendre à s'écouter et à savoir vraiment ce dont on a besoin, pour moi, c'est la vraie base, en fait. Après, tout le reste, c'est du domaine du technique et de la connaissance. C'est-à-dire, c'est s'informer sur la nutrition, s'informer sur les étirements, pas hésiter à faire les expériences aussi. La vie, c'est ça, hein, c'est une expérience. Faut expérimenter pour savoir ce qui marche. Je dirais aussi utiliser, comme je l'ai dit avant, utiliser les outils qu'on a à disposition. Tu vois, les portables. Aujourd'hui, avec un iPhone, tu filmes en 4K, quoi. Enfin, tu vois tous les détails, qu'est-ce qui va pas. Donc ça, pour moi, c'est des armes de pointe. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire après? Entourez-vous aussi des bonnes personnes. Et puis faites des battles. Les battles, ça fait progresser. Franchement, les battles, ça. En fait, les battles, si t'es honnête avec toi-même et tu sais observer, tu sais où t'en es en fait. Quand tu vas faire des battles, tu vois les gens. Souvent, tu vois les mêmes têtes dans les battles. Tu vois, putain, lui il a beaucoup progressé, ça veut dire peut-être que j'ai mal, il y a un truc que j'ai mal fait. Enfin bref, c'est important de se questionner tout le temps. Et puis ouais, et puis arrêter les conneries, quoi. Arrêter. Enfin, je veux dire, ouais, si vous voulez des objectifs, mais vous voulez tous les soirs fumer de la weed enfin, je veux dire, faut mettre ses efforts en fonction de ses objectifs. Là, comme ça, c'est un peu l'idée que j'ai. Tu donnes souvent des workshops ou pas? J'en donnais à un moment donné dans les tournées avec Flying Step là, mais depuis que j'ai les gamins, franchement, je m'occupe beaucoup des enfants et j'ai la chance d'avoir un garage. Du coup, pour moi, c'était primordial, tu vois, parce que j'ai pas le temps. Du coup, dès que j'ai le temps, c'est facile pour moi d'aller m'entraîner parce que je suis à domicile. Tu vois. Bon, après, c'est quelque chose aussi, c'est pareil, que j'ai fait sur des années, tu vois. Le matos et tout ça. Parce que c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire de la musculation plus qu'à breaker aujourd'hui. C'est simple, ça te fait pas mal. Que le break, tu vois, c'est pas le truc le plus healthy du monde, tu vois. C'est vrai. Je pense que vous connaissez ça, vous êtes beaucoup en tu vois. Alors c'est bien parce que t'apprends beaucoup, tu vois. Moi, j'ai grave appris avec le break, je regrette pas. Mais je sais que quand je fais une session power move, le lendemain, je suis pas pareil que quand j'ai fait une session de muscu. Une session de muscu, c'est tout droit, c'est dans les angles, c'est des mouvements, c'est des mouvements simples. Le lendemain, t'as mal musculairement, c'est tout. T'as pas mal aux ligaments, t'as pas mal plus à droite qu'à gauche parce que t'as tourné plus d'un côté que de l'autre. Tu vois, le break, c'est quand même, c'est violent quand même.
Il y a un rituel dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, on demande à la personne d'avant de poser une question pour la personne suivante. Et juste avant toi, la personne avec qui on a discuté s'appelle François Lamargot. Il a fait du break, mais il a fait tout un tas de danses. Il est notamment chorégraphe. Et la question qu'il posait, parce qu'il voyait qui tu étais, c'était s'il y en a une pour toi, quelle est la part d'artistique et de culturel dans la pratique que tu fais aujourd'hui? La part d'artistique, bah, un tout. Enfin, je mets à disposition tout ce que je fais, donc enfin, je dirais tout, quoi. Il n'y a pas un truc que je fais pas qui est pas culturel et pas artistique. Enfin, je veux dire, pas artistique, la muscu, je sais pas. Quoi que si, quand tu te construis un corps, tu peux trouver ça, je sais pas, peut-être quelque chose d'artistique là-dedans. Non, mais je fais de la musique, tu vois, ceux qui suivent mon Insta, ils voient, je poste mes musiques. Enfin, je pense que je suis un artiste dans l'âme. Comme ma mère, je pense qu'elle nous a transmis ça, parce qu'elle fait de la peinture, du dessin, et puis elle nous a toujours laissé faire tout ce qu'on voulait. Euh, Maintenant, bah, culturel, je pense que j'ai mis ma pierre à l'édifice dans le break. Je pense que les gens ils me connaissent, ils savent ce que j'ai fait. Maintenant, le Ok. fond, je sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Si, Si, on verra, il nous dira. Et juste après toi, la personne qu'on va interviewer, c'est Nacera, Big Girl Hurricane. C'est une Big Girl un peu des premières générations, euh, qui est la sœur, je crois, de Karima, donc qui est encore vachement dans le milieu. Et pour donner un peu des infos, donc elle est souvent invitée, enfin elle est encore dans le milieu en tant que personne des premières générations. Je crois qu'elle est un petit peu dans les décisions qui se font par rapport au JO, etc. Je te plante vite fait le décor pour que tu vois le, la personne que c'est. S'il y avait un sujet à aborder avec elle ou une question à lui poser de ton choix, ça serait laquelle? Bah, les JO, c'est pas mal, non? Ouais, mais Comment va se dérouler les JO? Parce que là, on parle des Jeux Olympiques. C'est qui qu'on envoie là-bas? C'est qui qui va représenter la France? Et qui c'est qui décide de ça? Tu vois, et qui prépare ces gens-là? Parce que là, on parle de, enfin, c'est malheureux, mais là, on parle pas d'un battle, on parle des Jeux Olympiques. Tu vois? Je veux dire, les mecs qui vont aux Jeux Olympiques, ils se préparent comme des athlètes. Donc, tout ça, c'est important. C'est cool de savoir qui c'est qui gère ça, en fait. Comme en tant qu'ancien du break, c'est bon à savoir. Parce que j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si c'est, il n'y a pas d'information, je trouve, qui circule beaucoup par rapport à ça. Je sais pas qui fait quoi, qui sont les danseurs. Ce que vous savez, c'est qui les danseurs qui vont représenter le. je crois que c'est encore en discussion et en fait, c'est des listes, tu vois, de plein de personnes qui évoluent constamment parce que vu que c'est sur plusieurs années, c'est des listes de personnes qui peuvent évoluer au fil des années. Moi, j'ai pas d'idée très précise, pour être honnête, je connais que quelques Mais personnes. en fait, ouais, il y a déjà l'équipe qui est déjà construite. Donc, dans D'accord. l'équipe de France, il y a plein de danseurs. Mais après, dans ces danseurs-là, ouais, je pense que, je sais pas, peut-être 2 ans avant les JO, 1 an avant les JO, ils vont prendre une personne et ils vont dire, bah, c'est toi qui vas représenter la France pour telle raison, telle raison. Et je sais pas exactement comment ça va se passer. Ça va peut-être se faire par rapport à des compétitions, des trucs comme ça, Ouais. mais voilà. Et du coup, ça me donne presque envie de te demander si, de ce que tu connais du break actuel, si toi, tu faisais la liste et que tu devais envoyer quelques personnes au JO de la France, tu choisirais qui? Bah, je sais pas si j'aurais une vision objective, dans le sens où je suis moins l'évolution du break. Donc je connais moins les danseurs, je connais moins le level qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, moi, si tu me disais, par exemple, je choisis des têtes, bah comme ça, bah, je prendrais Junior parce que je sais qu'il est là depuis des années, qu'il est toujours dans le game et enfin, qu'il représente bien. Tout le monde le connaît. Un mec comme Willy, c'est pareil, je le mettrais dedans aussi. Je sais pas là comme ça. Tu vois, c'est ça. Je sais, je connais même pas vraiment le niveau actuel qu'il y a vraiment. Dire là, je vais monter une équipe comme ça, mais j'essaierai, j'essaierai de faire un truc honnête et juste. Et je pense que l'une des bonnes façons de le faire aussi, c'est par le biais des battles.
Tu vois, tu fais les battles, tu gagnes et t'as ta place. Je pense que c'est la façon la plus juste, en tout cas, de le faire Ouais, j'avoue. que de juste dire, bah, lui, il le fait, lui, qu'il y ait une personne qui choisisse. Ça, c'est pas juste, par contre. Je pense que, je sais pas du tout comment ça va se dérouler, hein, mais Eh ben, on demandera ça à la prochaine interview à Nacera. ouais, Bah, Pierre, merci beaucoup. Grave, c'est du lourd. et à vous. Et bonne continuation à toi. Bonne éducation avec tes enfants et on se croise un de ces quatre. Vous êtes pas au battle demain? Non. Il y a un battle à Beau Repère, là, je vais faire juge. Ah, ok. Ben, nous, en fait, là, on est à Bordeaux. Ouais, On on est se à rejoint à Bordeaux. Bordeaux pour faire les interviews. Donc, non, on sera pas au battle demain. Ok, ça marche. Voilà. marche. Mais on se croise à un de ces quatre. Ok. Bah, vas-y, bah, envoie-moi des liens des interviews, là, c'est intéressant, je trouve. Ouais, carrément. Vas-y, Je t'enverrai ça. Yes. À plus, mec. Bah, écoute, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ouais. Ciao.